Je m'appelle Élise et ce soir-là, j'assistais à l'effondrement de mon mariage, un verre de vin rouge à la main. Le restaurant était bruyant, des rires forcés, le cliquetis des couverts sur la porcelaine chère. Un dîner d'entreprise. Le genre d'événement que je détestais, mais que Thomas, mon mari, considérait comme vital pour son image. Son image de PDG brillant, parti de rien, adulé par ses employés. J'observais les visages, la flatterie dégoulinait. Thomas était assis en bout de table, rayonnant. À sa droite, la nouvelle stagiaire, Léa. Elle le buvait des yeux. Je sentais le malaise monter, cette bile familière de ces derniers mois. Thomas riait un peu trop fort à ses plaisanteries fades. Il penchait la tête vers elle, d'une manière qui n'était plus pour moi depuis longtemps. Et puis, l'incident. Léa a levé son verre. Sa main tremblait légèrement. Je voudrais porter un toast, bégaya-t-elle. Tous les regards se sont tournés vers elle. Thomas lui sourit, encourageant. Je viens de recevoir une nouvelle incroyable. J'ai réussi mon master. Je suis officiellement admise. Des applaudissements polis ont suivi. Thomas a levé son verre plus haut que les autres. Félicitations, Léa. C'est mérité. Elle a rougi. Ses yeux brillaient. Et soudain, dans un élan d'enthousiasme ou de calcul, elle s'est penchée et a posé ses lèvres sur la joue de Thomas. Le silence est tombé, un silence de plomb. Ce n'était pas un baiser chaste. Il était appuyé, un peu trop long. Thomas s'est figé. Il a tout sauté, gêné, mais un sourire satisfait flottait sur ses lèvres. Léa, réalisant soudain la portée de son geste devant l'épouse légitime, a porté la main à sa bouche. Son visage est devenu écarlate. Oh mon Dieu, monsieur. Thomas, je suis tellement désolée, a-t-elle murmuré, l'air paniqué. Au même instant, sous la table, mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti discrètement. Un message de Camille, mon amie, ma médecin. Le message était court, juste une pièce jointe. Le rapport médical de Thomas, celui qu'il refusait d'aller chercher. J'ai ouvert le fichier PDF. Les mots techniques dansaient devant mes yeux, mes trois ressortaient avec une clarté terrifiante. Carcinome hépatocellulaire. Stade terminal. Pronostic. 5-6 mois. Une vague de froid m'a envahi. Puis quelque chose d'autre. Une sorte de soulagement tordu, presque euphorique. Le destin venait de me donner la meilleure nouvelle de ma vie. J'ai relevé les yeux. Léa était maintenant en larmes. De grosses larmes de crocodile qui roulaient sur ses joues poudrées. Elle me regardait, moi. Madame, Élise. Sa voix tremblait. Je ne l'ai pas fait exprès. J'étais juste si heureuse. S'il vous plaît, vous pouvez me pardonner. J'ai verrouillé mon téléphone. J'ai senti les coins de ma bouche vouloir se relever. J'ai lutté pour garder un visage neutre, mais l'effort était presque douloureux. J'ai pris une gorgée de vin. Le liquide était âpre, mais il avait un goût de victoire. Ce n'est rien, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Elle m'a regardée, surprise par mon manque de réaction. Thomas aussi. Il s'attendait à une scène, à des cris. J'ai posé mon verre. J'ai regardé la jeune stagiaire droit dans les yeux. Embrassez-le, ai-je dit doucement. Le silence s'est épaissi. Embrassez-le autant que vous voulez. Embrassez-le jusqu'à ce qu'il meure. Ça m'est parfaitement égal. Je le pensais. Chaque mot. Mais Thomas, dans son arrogance infinie, a entendu autre chose. Il a entendu la jalousie d'une femme bafouée. Et cela lui a plu. Son humeur s'est visiblement améliorée. Il a redressé les épaules, posant une main protectrice sur son ventre. Il a froncé les sourcils d'un air réprobateur. Élise, Léa est jeune. Ne dis pas des choses pareilles. J'ai cligné des yeux. Je n'ai pas dit qu'elle était vieille. Léa a hoqueté comme si je l'avais frappée. Les larmes ont redoublé. Madame, a-t-elle sangloté, vous devez vraiment me mettre dans l'embarras devant tout le monde comme ça. Elle s'est tournée vers la table, cherchant du soutien. Oui, j'ai embrassé monsieur Thomas.
C'était une erreur. Elle a repris son souffle, préparant sa défense. C'est une habitude chez moi. Quand je suis heureuse, c'est instinctif. Je ne voulais pas. Si c'était vous, Madame Élise, assise à côté de moi, je vous aurais embrassée aussi. Elle a conclu, la voix pleine d'une indignation vertueuse. Je ne suis pas le genre de personne que vous croyez. J'ai failli rire. Vraiment. En quelques secondes, la victime, c'était elle. L'agresseuse, c'était moi. J'ai désigné du menton une collègue plus âgée, assise de l'autre côté de Léa, une femme discrète du service comptabilité. Vraiment. Alors pourquoi n'avez-vous pas embrassé Madame Dubois? Elle est juste à côté de vous. Le silence. J'ai continué, ma voix toujours aussi plate, dénuée d'émotion. Et quel genre de personne est-ce que je crois que vous êtes, Léa? Dites-moi. Elle s'est étranglée avec ses propres sanglots. Les larmes perlaient sur ses cils, prêtes à tomber au signal. Thomas s'est levé. Pas complètement, juste assez pour montrer son irritation. Élise, ça suffit. Baisse d'un ton. Il m'a regardé durement. Léa est jeune, elle n'a pas toutes ces complications que tu imagines. Je l'ai regardé en retour. J'ai soutenu son regard. Je suis juste curieuse, Thomas, ai-je dit. Quelle habitude étrange pousse quelqu'un à embrasser instinctivement le mari des autres? J'ai fait semblant de réfléchir. Et jeune, c'est vrai, elle est jeune. Mais si je me souviens bien des dossiers du personnel, elle a 1 an de plus que toi, n'est-ce pas? Le visage de Léa s'est décomposé. J'avais touché le point sensible. Son âge. C'était sa plus grande honte. Elle avait enchaîné les petits boulots tout en essayant de réussir ce master, échouant examen après examen. Elle n'arrivait à gérer ni sa vie professionnelle, ni ses études. Ces quelques mois de stage avaient été une catastrophe. Le nombre d'erreurs qu'elle avait commises équivalait presque à celui de tout le département sur une année entière. Mais Thomas la protégeait. Il la couvrait. Il la gardait près de lui. Maintenant, je comprenais pourquoi. Thomas s'est levé d'un bond, faisant vibrer la table. Il a sorti un mouchoir et a commencé à essuyer les larmes de Léa, d'un geste qui se voulait paternel, mais qui était tout autre. Puis il s'est tourné vers moi, sa voix claquant dans le restaurant silencieux. Ça suffit, Élise! Tout le monde a sursauté. Tu deviens de plus en plus insupportable. Tu le sais, elle au moins, elle est ambitieuse. Elle a la volonté de progresser. C'est une bonne chose. Il a pointé un doigt accusateur vers moi. Son visage était rouge de colère. Pas comme toi. Toi, tu n'as même plus le droit de vouloir progresser. La bombe était lâchée. Le silence qui a suivi était total. On n'entendait plus que la climatisation. Les autres collègues ont baissé la tête. Ils fixaient leurs assiettes avec une intensité soudaine. Ils auraient voulu disparaître. J'ai baissé les yeux. Mon cœur. Ce cœur que je croyais mort, desséché depuis des années. Il a eu une contraction. Une petite douleur sourde, comme une vieille blessure qu'on réveille. Tu n'as même plus le droit de vouloir progresser. Cette phrase. Il me l'avait déjà dite. Il y a longtemps. C'était inutile. Tout cela était inutile. J'ai posé ma serviette sur la table. Je vais aux toilettes, ai-je murmuré. Je me suis levée, le dos droit. J'ai senti tous les regards sur moi, mais surtout le sien. Un regard triomphant, satisfait d'avoir eu le dernier mot. Je suis sortie du restaurant, poussant la lourde porte en verre. L'air frais de la nuit parisienne m'a frappé au visage. Je n'allais pas aux toilettes. Je partais. Je marchais sans but. Le restaurant était dans le marais, mais mes pieds m'ont porté vers la Seine. L'air était froid, mais je ne sentais rien. Je flottais. Cancer du foie. Stade terminal. Thomas allait mourir. L'homme qui venait de m'humilier publiquement. L'homme pour qui j'avais tout sacrifié. Tu n'as même plus le droit de vouloir progresser. Cette phrase résonnait. J'avais abandonné mon propre master il y a 10 ans. J'avais une bourse pour Sciences Po. J'étais brillante, promise à une belle carrière. Mais Thomas avait un rêve, une start-up. Il avait besoin de moi. Pas d'une étudiante, mais d'une partenaire à plein temps. Alors j'ai tout arrêté. Pour lui. J'ai géré sa comptabilité.
J'ai cherché ses investisseurs. J'ai passé des nuits blanches à relire ses plans d'affaires pendant qu'il dormait. J'ai bu du champagne bas de gamme avec des clients douteux pour décrocher des contrats. Et maintenant, il était riche. Il était puissant. Et moi, j'étais l'épouse d'eux, celle qui n'avait plus le droit de vouloir progresser. Je me suis arrêtée au bord du pont des Arts. L'eau était noire. Une colère froide, pure, a commencé à monter. Pas la colère chaude et hystérique qu'il attendait de moi au dîner. Non, une colère calculée, une colère patiente. Il allait mourir. La vie, parfois, est d'une ironie délicieuse. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était lui, un SMS. Tu es où, bon sang? J'ai regardé le message sans répondre. 1 minute plus tard, un autre. Tu sais que Léa est sortie te chercher? C'est une jeune femme seule. Et s'il lui arrivait quelque chose? Si elle tombait sur un type ivre? J'ai souri amèrement. Le restaurant était dans un quartier chic, sécurisé, plein de caméras. Le seul danger pour Léa, c'était l'homme qui écrivait ce message. Ce n'était pas un bar miteux près de la gare, le genre d'endroit où il l'emmenait discrètement, après le travail. Je le savais, j'avais les photos, mon téléphone a vibré une 3e fois. Tout le monde t'attend. Arrête ton caprice, reviens et présente tes excuses à Léa. Elle est gentille, elle te pardonnera. Présenter mes excuses à elle. J'ai respiré profondément l'air de la rivière. Le froid commençait à me piquer les joues. J'ai tapé une réponse. Je rentre à la maison. La réponse a été instantanée. Les 3 petits points de l'écriture en cours ont dansé frénétiquement. Tu es incroyable, insupportable. Je te tends une perche et tu refuses de la saisir. Depuis quand es-tu devenue comme ça? Je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'eau. J'ai pensé au rapport de Camille. 5 à 6 mois. J'ai fermé les yeux. J'ai rouvert le rapport. J'ai relu le diagnostic, juste pour être sûre, juste pour calmer cette vieille douleur dans ma poitrine. L'homme qui m'avait détruite allait payer. Et il n'aurait même pas besoin de moi pour ça. Le destin s'en chargeait. J'ai rangé mon téléphone. Non, je ne suis pas rentrée chez moi. Pas tout de suite. J'ai changé de direction. Je suis allée marcher dans le quartier latin, près de la Sorbonne, là où j'aurais dû être il y a 10 ans. L'air sentait le papier ancien et les crêpes au sucre. Des étudiants sortaient des bibliothèques, riant, parlant de leur avenir. Ils parlaient d'ambition. Ils avaient encore le droit, eux. J'ai marché longtemps. La colère s'est transformée en quelque chose de plus dur. Du granit. Je suis passée devant un vendeur de marrons chauds. L'odeur de fumée et de sucre grillé m'a arrêtée net. Un souvenir. Notre premier hiver ensemble. Nous étions pauvres. Nous vivions dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés sous les toits. J'avais une envie folle de marrons chauds, de Montmartre, de l'autre côté de la ville. Thomas avait pris le métro à 6 heures du matin, sous la neige, juste pour m'en acheter. Il était revenu, les mains gelées, tenant le petit cornet de papier journal comme un trésor. Il m'avait réveillée avec l'odeur. Il pelait un marron, soufflait dessus et me le donnait. Il m'avait dit ce jour-là: un jour, Élise, quand nous serons riches, je t'achèterai toute la rue. Je t'achèterai tous les marrons de Paris. Aujourd'hui, il était riche. Il avait oublié les marrons, mais il se souvenait que Léa aimait le tiramisu d'une pâtisserie de luxe à Saint-Germain-des-Prés. Il n'oubliait jamais de lui en ramener après chaque voyage d'affaires. La douleur dans ma poitrine est revenue, plus vive cette fois. J'ai serré les poings. Ne sois pas stupide, Élise. Ne te mets pas en colère pour un homme pareil. Ça n'en vaut pas la peine. Si tu tombes malade à ton tour, tu auras tout perdu. Tes beaux jours ne font que commencer. J'ai pris une grande inspiration d'air glacial. J'ai acheté un cornet de marrons, juste pour moi. J'ai marché vers le métro. Il était temps de rentrer. Mais avant, je devais passer voir Camille. Je devais récupérer le rapport officiel, le papier, la preuve physique de ma libération imminente. L'appartement de Camille était au 5e étage, sans ascenseur, dans le 10e arrondissement. L'escalier sentait la cire d'abeille et le chou. Camille m'a ouvert en pyjama.
ses lunettes sur le bout de son nez. Elle était médecin à l'hôpital Saint-Louis. Elle voyait la mort tous les jours. C'était la seule personne qui pouvait comprendre. Elle m'a tendu une grande enveloppe. Kraft, le voilà, l'original. Je l'ai prise. Le papier était lourd. Tu as lu le PDF? M'a-t-elle demandé doucement en me servant un thé. J'ai hoché la tête. Je me suis assise sur son canapé usé. Cancer du foie, stade terminal. Il n'a aucune chance, a dit Camille. Ce n'était pas une question. Avec une telle progression, et vu son refus de se soigner, 6 mois, c'est optimiste, surtout s'il continue à vivre comme il le fait. L'alcool, le stress. Bien, ai-je dit. Le mot est sorti, sec. Camille m'a regardé par-dessus ses lunettes. Elle me connaît depuis l'université. Elle m'a vue heureuse, amoureuse, ambitieuse. Et elle m'a vue m'éteindre. Alors, a-t-elle dit, s'asseyant en face de moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux toujours divorcer? Je l'ai regardé. Le divorce. Ce mot avait été mon seul espoir ces 2 dernières années, depuis qu'il avait engagé Léa, depuis que j'avais compris que je n'étais plus qu'un accessoire, une façade. J'avais passé des mois à rassembler des preuves, les notes de restaurant, les réservations d'hôtel, les photos de ce détective privé que j'avais payé avec l'argent de mon propre héritage, celui de ma mère. J'avais préparé des dossiers, j'avais consulté des avocats en secret. J'étais prête à le détruire au tribunal, à réclamer ma part, à récupérer les années qu'il m'avait volées. Je me souvenais de la dernière dispute à ce sujet. Divorcer, avait-il ri. Mais pourquoi faire, Élise? Tu as tout, une belle maison, des cartes de crédit. Tu ne travailles pas. Tu es libre. Que veux-tu de plus? Ma vie, avais-je murmuré. Il avait levé les yeux au ciel. Tu es tellement dramatique. J'avais serré l'acte de divorce dans mon sac. J'avais prévu de le lui signifier lundi prochain. J'ai regardé Camille. J'ai regardé l'enveloppe sur mes genoux. Non, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. Non, je ne divorce plus. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti la liasse de papier préparée par l'avocat. Je l'ai posée sur sa table basse. Toute cette souffrance que j'ai endurée, toutes ces nuits où j'ai pleuré en silence pendant qu'il travaillait tard, toutes ces humiliations publiques, ce n'était pas pour faire un cadeau à une autre femme. J'ai posé ma main sur l'enveloppe Kraft. S'il meurt maintenant en tant qu'épouse, je suis son unique héritière. La loi est de mon côté. Tout ce qu'il a construit, tout ce que nous avons construit, me revient de droit. Camille n'a pas jugé, elle a juste écouté. C'est froid, Élise, a-t-elle simplement constaté. Froid. J'ai eu un petit rire sec. Tu sais ce qui était froid, Camille, c'est le sol de ce sous-sol où nous vivions. Tu te souviens? 9 mètres carrés, sans fenêtre, avec juste un radiateur électrique qui disjonctait. Les souvenirs sont revenus, non pas avec nostalgie, mais avec la précision clinique d'un rapport d'autopsie. Moi, 22 ans, abandonnant ma bourse d'études. Lui, 23, l'œil brillant d'ambition. Fais-moi confiance, Élise, disait-il. Dans 5 ans, on sera les rois du monde. Pendant 5 ans, je n'ai pas été reine. J'ai été sa comptable, sa secrétaire, son assistante, sa cuisinière. Je me souviens de la fin. Un soir, il ne nous restait plus rien, absolument rien, juste un paquet de nouilles instantanées. Un seul. Nous l'avons partagé, assis par terre sur le lino glacial. Il avait pris ma main. Ses yeux étaient rouges de fatigue. Élise, avait-il juré, la voix tremblante, je te le promets, si un jour je te trahis, si un jour j'oublie ce que tu as fait pour moi, que je ne meure pas en paix, que je finisse seule et misérable. J'ai relevé les yeux vers Camille. Je ne divorce pas, ai-je répété. Je vais rester, je vais le regarder tenir sa promesse. Elle a hoché la tête lentement. Tu as décidé, c'est tout ce qui compte. Elle m'a serré dans ses bras. Prends soin de toi, Élise. Ne te perds pas là-dedans. N'oublie pas qui tu es. Je sais exactement qui je suis,
ai-je répondu. Je suis la femme qui va enfin récupérer ce qu'on lui doit. Il était presque minuit quand je suis rentrée à l'appartement. Notre appartement. Un duplex immense près du parc Monceau. Plafond haut, moulure dorée. Une prison de luxe. La lumière du salon était allumée, une seule lampe sur pied qui jetait des ombres longues et menaçantes. Il était là, assis dans le fauteuil en cuir design qu'il aimait tant, immobile. Il m'attendait. Son visage était dur, fermé. La colère avait eu le temps de macérer, de devenir sombre et lourde. « Tu es enfin rentré, dit-il. Sa voix était basse, contrôlée. Je n'ai pas répondu. J'ai enlevé mon manteau, je l'ai posé sur le dossier d'une chaise. Où étais-tu? Je te l'ai dit. Je suis allée marcher. J'ai posé mon sac sur la console de l'entrée. L'enveloppe de Camille était dedans. Une bombe à retardement. Marcher? Il a eu un ricanement. Pendant 4 heures? Élise, tu dois au moins faire l'effort de trouver un mensonge crédible. Il m'a dévisagé, ses yeux cherchant un indice. Tu as acheté des marrons, c'est ça? C'est ton excuse? Ce n'est pas une excuse, c'est un fait. Ceux de Montmartre, j'imagine? A-t-il ironisé. Exactement. Il s'est levé. Il s'est approché de moi, lentement, comme un prédateur. Il était plus grand que moi. Il a toujours utilisé sa taille pour m'intimider lors de nos disputes. Tu te moques de moi. Non. Il a fait une pause, puis son expression a changé. Une lueur de nostalgie, ou peut-être de calcul, a traversé son regard. Il a tendu la main. Donne-moi un. Je me suis figée. Mon cornet de marron était dans la poche de mon manteau. Non, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. Pardon? Non, tu ne peux pas. Il a ri, mais le rire était faux. Et pourquoi ça, si je puis me permettre? Tu vas les garder tous pour toi. Ton estomac, ai-je répondu froidement. Il est fragile. Tu as mangé des fruits de mer au dîner. Le mélange des deux va te rendre malade. Tu risques d'avoir la diarrhée. C'était la vérité, du moins une vérité médicale. Mais il a entendu autre chose. Il a souri, un sourire suffisant, arrogant, le même qu'il avait eu au restaurant quand Léa l'avait embrassé. Ah, dit-il, sa voix s'adoucissant soudainement. Je vois. Il a posé sa main sur ma joue, un geste que je n'avais pas senti depuis des mois. J'ai eu un mouvement de recul instinctif. Tu t'inquiètes toujours pour moi, a-t-il murmuré. Malgré tout, malgré ta colère, tu fais attention à ce que je mange. Il semblait soulagé, rassuré. J'ai détourné la tête. La vérité, c'était que j'étais fatiguée. La vérité, c'était que je ne voulais pas qu'il goûte à ces marrons. Je ne voulais pas qu'ils disent « ils ne sont plus aussi bons qu'avant » ou « ils sont trop cuits ». Je ne voulais pas qu'il souille ce dernier souvenir. Et surtout, je ne voulais pas qu'il soit malade. Pas maintenant, pas d'une simple indigestion. S'il commençait à se plaindre de son ventre ce soir, il ferait le lien. Il irait chez le médecin. Il découvrirait la vérité trop tôt. J'avais besoin de temps. J'avais besoin qu'il reste dans l'ignorance. Je devais protéger son cancer. C'était mon allié. Je suis fatiguée, Thomas, ai-je dit, en m'éloignant de lui. Je vais me coucher. Son visage s'est durci à nouveau. Ma froideur l'avait rattrapé. Pas si vite. Il m'a barré le passage. Nous n'avons pas terminé. Ta crise au restaurant était inacceptable. J'ai soupiré. Je n'ai pas fait de crise. J'ai dit la vérité. La vérité? Il a élevé la voix. Tu as humilié une jeune femme qui n'a rien fait de mal. Elle a embrassé mon mari. C'était un geste innocent, spontané. Tu ne comprends donc pas. Elle a été heureuse. Son bonheur lui donne le droit de « Arrête !» a-t-il crié. Tu dois apprendre à maîtriser ton tempérament. Élise, tu es comme ça depuis des mois. Aigrie, méchante. Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Et toi, tu n'es plus l'homme qui a fait un serment. Ai-je rétorqué. Il m'a fusillé du regard. Quoi qu'il en soit, a-t-il repris d'un ton autoritaire, cette situation ne peut plus durer. Léa est quelqu'un de bien. Elle est fragile. Fragile?
J'ai ri. Elle est plus âgée que toi et elle n'arrive pas à gérer un simple stage. Elle a eu une vie difficile, a-t-il hurlé. Elle a dû se battre pour tout ce qu'elle a. Elle n'a pas eu ta chance, ma chance. Elle est ambitieuse, elle. Elle se bat pour réussir son master. Tu n'as même plus le droit de vouloir progresser. La phrase du restaurant. Elle est si difficile, sa vie, ai-je demandé, ma voix blanche. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Thomas? Se battre pour un diplôme qu'elle rate depuis 3 ans, ou se battre pour ne pas embrasser instinctivement les maris de ses patronnes. Son visage est devenu violet. Élise, a-t-il rugi, tu vas trop loin. Tu es venimeuse. Je suis réaliste. Demain, à la première rigueur, je veux qu'elle soit renvoyée. Jamais. Alors je viendrai au bureau et je raconterai à tout le monde ce que j'ai vu, avec les détails. Tu n'oserais pas. Mets-moi au défi. Il a levé la main. Je n'ai pas cillé. Je l'ai regardé, droit dans les yeux. La main est restée en l'air, tremblante. Soudain, son visage s'est tordu. Ce n'était plus de la colère. C'était autre chose. Il a poussé un grognement sourd. Il a porté sa main à son flanc droit, juste sous ses côtes. Il s'est plié en deux, s'appuyant contre le mur. Une sueur froide a perlé sur son front. Thomas, ai-je demandé par réflexe. Il a grimacé, sa respiration sifflante. C'est ta faute. À force de crier, tu m'as énervé. Il s'est redressé péniblement. Je ne veux plus te voir, a-t-il soufflé, le visage pâle. Il a tourné les talons et s'est dirigé vers notre chambre en se tenant le ventre. J'en ai marre de me disputer avec toi. Laisse-moi tranquille. Il a claqué la porte. Je suis restée seule dans le salon immense et silencieux. Je pouvais encore sentir l'odeur des marrons chauds qui s'échappaient de mon manteau. L'odeur d'un passé mort. Je me suis approchée du miroir au-dessus de la cheminée. J'ai regardé mon reflet. Camille m'avait demandé de ne pas me perdre. Mais la femme qui me regardait n'était pas perdue. Elle était trouvée. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans le salon, enveloppée dans un plaid, regardant la ville s'endormir puis se réveiller. Le cornet de marron était posé sur la table basse, froid, intact. Quand la porte de la chambre s'est ouverte, il était 6 heures du matin. Thomas est sorti, déjà en costume, prêt pour le travail. Il était pâle, les traits tirés. Il y avait une ombre grisâtre sous sa peau. Il a évité mon regard. Il s'est servi un café noir très fort. Il a bu la moitié d'une traite, grimaçant. J'ai mal dormi, a-t-il marmonné, comme si c'était de ma faute. Moi aussi, ai-je répondu, ma voix neutre. Il a boutonné sa veste. Il m'a regardé, enfin. Son regard était dur. J'espère que la nuit t'a porté conseil, Élise. Je ne veux plus jamais avoir la conversation d'hier. Il n'attendait pas de réponse. Et concernant Léa, a-t-il ajouté en se dirigeant vers la porte, sois professionnel, c'est tout ce que je te demande. Il n'allait pas la renvoyer. Il me le disait clairement. Il l'avait choisie, elle, sa fragilité, son ambition, plutôt que moi, sa femme, son histoire. Bien sûr, Thomas, ai-je dit. Il s'est arrêté, la main sur la poignée. Il s'attendait à de la résistance, à des larmes, à de la colère. Mon acceptation soudaine l'a déstabilisé. Il m'a regardé, suspicieux. C'est tout? C'est tout. Tu as raison. Soyons professionnels. Je me suis levée. J'ai pris le cornet de marron sur la table. Je l'ai jeté à la poubelle devant lui. Il a froncé les sourcils, confus. Pourquoi tu... Ils sont froids, ai-je dit. Je n'aime pas les choses froides. Je suis passée devant lui et je suis allée dans la cuisine. Je l'ai entendu rester immobile dans l'entrée pendant une longue minute, avant d'ouvrir la porte et de partir. Le clic de la serrure a résonné dans l'appartement silencieux. J'étais seule. Je suis allée dans notre bureau, la pièce où j'avais passé tant d'années à construire son empire,
et où je n'entrais plus que pour faire le ménage. J'ai ouvert le tiroir verrouillé de mon propre bureau. Les papiers du divorce étaient là. Le dossier complet, les photos de lui et Léa sortant de cet hôtel près de l'opéra, les relevés de cartes de crédit, les témoignages de collègues que j'avais patiemment recueillis. De quoi le ruiner. Je les ai sortis. À côté, j'ai posé l'enveloppe Kraft de Camille, le rapport médical. D'un côté, le passé, une bataille douloureuse, incertaine, publique, une bataille pour récupérer une partie de ce qui m'appartenait. De l'autre, l'avenir, une attente silencieuse, privée, une garantie de récupérer tout. J'ai regardé la broyeuse à papier. Ce n'était pas une décision difficile, c'était une évidence. J'ai pris la première photo, lui, riant, tenant Léa par la taille. Je l'ai insérée dans la machine. Le bruit était satisfaisant. Page après page, preuve après preuve. Tout ce qui représentait ma douleur, ma colère, ma jalousie. Tout a été réduit en confetti. J'ai appelé mon avocat. Bonjour, maître. C'est Élise Varenne. Je vous appelle pour vous dire que j'arrête tout. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Madame Varenne, mais le dossier est solide. Nous allions gagner. Vous êtes sûre? Certaine. Je suspends la procédure de divorce. Indéfiniment. Est-ce que vous vous êtes réconciliés? J'ai regardé les confettis de papier dans la corbeille. Non, maître, ai-je dit. Je change juste de stratégie. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à faire des recherches. Pas sur Léa, pas sur ses maîtresses. J'ai cherché loi de succession en France, contrat de mariage, assurance vie. Mon ancien travail était de construire son entreprise. Mon nouveau travail était de préparer son héritage. Les jours suivants ont été étranges. J'ai cessé de me battre. J'ai cessé de crier. J'ai cessé de pleurer. Je suis devenue calme. Je préparais ses repas. Des repas sains. Du poisson vapeur, des légumes verts, du riz complet. Je lui disais que c'était pour garder la ligne. La vérité, c'était que je suivais les recommandations pour un patient atteint d'une maladie du foie. Je ne voulais pas le guérir. Je voulais juste qu'il ne meure pas trop vite. Je ne voulais pas qu'une complication stupide, une indigestion, n'alerte les médecins avant que je ne sois prête. Je contrôlais son déclin. Il rentrait tard. Il sentait le parfum de Léa, un parfum cheap et sucré. Il sentait l'alcool. Je ne disais rien. Je lui souriais. Bonsoir, chérie. Le dîner est prêt. Tu as passé une bonne journée? Ma nouvelle attitude le rendait fou. Il était habitué à mes reproches. Mes larmes étaient sa distraction. Ma colère était la preuve de son pouvoir sur moi. Ma politesse le terrifiait. Qu'est-ce que tu as, Élise? Me demandait-il, suspicieux. Pourquoi es-tu si gentille? Je suis juste fatiguée de me disputer à Thomas. Ça ne mène à rien. Tu t'en fiches, c'est ça. Tu t'en fiches que tu quoi? Ai-je demandé en levant un sourcil. Il n'a jamais fini sa phrase. Il n'a jamais avoué. Pendant ce temps, la maladie avançait. Silencieusement, mais sûrement. J'étais la seule à le voir. Il a commencé à perdre du poids. Pas beaucoup, mais ses costumes flottaient légèrement. Le blanc de ses yeux n'était plus blanc. Il était jaune. Un jaune pâle, cireux. Il mettait ça sur le compte de la fatigue, des écrans. Il a commencé à avoir des démangeaisons. Il se grattait les bras, le dos, constamment, jusqu'au sang parfois. C'est cette nouvelle lessive, disait-il. Elle est trop agressive. Je savais que c'était la bile qui s'accumulait sous sa peau. J'ai commencé à tenir un journal. Pas un journal intime avec mes émotions. Non, un journal de bord. Un journal clinique. Je l'ai caché dans un vieux livre de poésie que je savais qu'il n'ouvrirait jamais. Lundi 10 novembre. Teinte jaune visible sous la lumière de la salle de bain. Se plaint de fatigue extrême. Endormi sur le canapé à 20h30. Mardi 11 novembre. N'a pas touché à son vin rouge au dîner. Prétend avoir trop bu au déjeuner. Odeur de parfum. Léa. Très forte sur sa chemise. Jeudi 13 novembre.
crise de démangeaison intense après sa douche, a accusé le calcaire de l'océan. Irritable, vendredi 14 novembre. Douleur aiguë au flanc droit après un appel téléphonique stressant. A pris 2 cachets d'antidouleur. Il appelle ça son indigestion. Je lisais ce journal chaque soir. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais, ni de la pitié, c'était de l'impatience. Il continuait sa vie, il continuait de me mentir, il continuait de la voir. Il pensait qu'il contrôlait tout. Il pensait qu'il était le roi. Il ne savait pas qu'il n'était qu'un homme en sursis et que j'étais son unique geôlier. La confrontation finale de cet acte est arrivée 1 semaine après le dîner. Il est rentré tard, comme d'habitude. Il avait bu, pas seulement du vin, de l'alcool fort. Il titubait légèrement. Je l'attendais dans le salon. Je lisais. Il m'a regardé et quelque chose a craqué en lui. Mon calme était devenu plus insupportable que ma colère. Arrête, a-t-il dit, sa voix pâteuse. J'ai levé les yeux de mon livre. Arrêtez quoi, Thomas? Ça, ce que tu fais, être calme, être gentille, me regarder comme ça. Comment est-ce que je te regarde? Comme si tu savais quelque chose, comme si tu t'amusais. Il s'est approché de moi. Il m'a arraché le livre des mains. Tu complotes quelque chose, n'est-ce pas? Depuis le restaurant, tu es devenue froide. Tu es différente. Je me suis levée lentement. Je ne complote rien, Thomas. Tu mens, a-t-il crié. Son visage était rouge, mais ses yeux étaient jaunes. Un contraste grotesque. Tu me caches quelque chose. Je le sais. C'est Léa. Tu lui as fait du mal. Tu l'as menacée. Je n'ai pas parlé à Léa. Alors c'est quoi? Il m'a saisi par les épaules. Tu as trouvé quelqu'un d'autre? C'est ça? Tu as un amant. L'ironie. Lui puant l'alcool et le parfum de sa maîtresse, m'accusant d'infidélité. J'ai regardé ses mains sur mes épaules. Puis j'ai relevé les yeux vers lui. Ma voix était glaciale, plus froide que la nuit dehors. Un amant? Non, Thomas, tu te trompes. J'ai posé mes mains sur les siennes. Je ne les ai pas repoussées, je les ai juste tenues. Sa peau était chaude, fiévreuse. Ce n'est pas moi qui mens. Il a froncé les sourcils, ne comprenant pas. Ce n'est pas moi qui ai des secrets. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas ma vie qui est en train de s'effondrer. Je l'ai lâché, je l'ai contourné. Je l'ai laissé seul au milieu du salon. Il n'a pas compris. Pas encore. Il a pris mes mots pour une métaphore. Une menace de divorce. Une menace financière. Il ne savait pas que je parlais au sens littéral. Sa vie, ses cellules, son foie. Tout était en train de pourrir de l'intérieur. Et moi, je restais là, à regarder. Le calme ne dura pas. Mon silence était un vide. Et Thomas, comme la nature, avait horreur du vide. Il avait besoin de bruit, de drame, de vie. Ma froideur le poussait, non pas vers la réflexion, mais vers la fuite en avant. Il se jeta sur Léa. Ce n'était plus une affaire discrète. C'était un acte de défi. Il la promouvait, assistante de direction, un titre ridicule pour une stagiaire qui peinait à rédiger un email correct. Il l'emmenait à tous ses déjeuners d'affaires. Il riait fort à ses blagues. Il posait sa main dans le bas de son dos, juste un peu trop longtemps. Je les regardais. J'avais cessé d'être une épouse. J'étais devenue une anthropologue. Je n'étais plus jalouse. La jalousie demande de l'amour, ou au moins du désir de possession. Je ne désirais plus cet homme. Je désirais ce qu'il laissait derrière lui. Mon observation était devenue clinique. Je ne cherchais plus de preuves pour un divorce. Je cherchais à comprendre. Je voulais dater l'heure exacte de la mort de notre amour. Était-ce le jour où il avait acheté ce tiramisu? Le jour où il avait ri de mon vieux manteau? Ou était-ce bien avant? Le jour où il avait signé son premier gros contrat et qu'il avait oublié de m'appeler? Je documentais. Je prenais des notes mentales. Pas sur leur rendez-vous, sur lui. La façon dont il lui souriait était différente de celle dont il me souriait, même au début. Avec moi, son sourire était celui d'un conquérant.
Et avec elle, il était celui d'un mendiant. Il ne cherchait pas l'amour, il cherchait la jeunesse, il cherchait la validation. Il sentait, d'instinct, que quelque chose le rongeait et il pensait que sa vitalité à elle pouvait le sauver. Il avait tort. Pendant ce temps, je jouais mon rôle. Mieux que je ne l'avais jamais joué. En public, j'étais Élise Varenne, l'épouse parfaite, celle qui avait tout sacrifié pour son mari et qui en était récompensée. Il y avait le gala annuel de la Fondation contre le cancer. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'y noyer. Thomas était le principal donateur cette année. Je portais une robe en soie bleu nuit, celle qu'il préférait. Mes cheveux étaient relevés. Mon sourire était vissé, poli, impeccable. Il est monté sur scène pour faire son discours. La salle était pleine de gens riches, applaudissant un homme qu'il croyait connaître. Mon entreprise, disait-il, sa voix résonnant dans les micros, croit au futur. Nous croyons à la vie. Nous croyons qu'il faut se battre. Toujours. Il a eu une petite quinte de tout. Je l'observais depuis notre table, au premier rang, sous les projecteurs strapos. Sa peau était pétante, presque translucide. Le jaune de ses yeux, que je voyais si bien dans notre salle de bain, était masqué par l'éclairage. Mais je voyais la sueur qui perlait sur son front, malgré la climatisation. Je voyais sa main, celle qui ne tenait pas le micro, se crisper sur son flanc droit. Discrètement. Il parlait de combat. Il n'avait même pas idée que sa propre guerre avait déjà commencé et qu'il l'avait déjà perdue. Léa était là. Elle se tenait au fond de la salle, près des serveurs, avec un badge staff. Elle le regardait avec une adoration pure, une adoration stupide. Quand Thomas a terminé son discours sous un tonnerre d'applaudissements, il est descendu de scène. Il m'a embrassé sur la joue, pour les photographes. Son souffle était court. Il sentait l'alcool et le café. « Tu as été merveilleux, chéri, » ai-je murmuré. Il m'a serré la taille. « Restons encore un peu. Je dois parler à Duverger. » Il jouait la comédie. Je jouais la comédie, mais ma comédie était meilleure que la sienne. Plus tard dans la soirée, je suis allée aux toilettes. Le salon des dames était en marbre rose. Extravagant. Alors que je me lavais les mains, la porte s'est ouverte. C'était Léa. Elle s'est arrêtée net en me voyant. Elle a semblé paniquer, puis s'est ressaisie. Elle avait bu du champagne. Ses joues étaient rouges. « Madame Varenne », a-t-elle dit, d'une voix un peu trop forte. J'ai continué à m'essuyer les mains, méthodiquement. Elle s'est approchée du miroir, à côté de moi. Elle a sorti un rouge à lèvres. « Thomas, Monsieur Thomas a été incroyable ce soir. Vous ne trouvez pas ?» En effet. Son arrogance grandissait. Elle me testait. Il est tellement passionné. Il met tout son cœur dans ce qu'il fait. J'ai jeté le papier dans la poubelle. J'ai lissé ma robe. « Madame Varenne, » a-t-elle dit soudain, se tournant vers moi. Je voulais m'excuser. Vraiment. Pour le restaurant. L'autre soir. C'est oublié, ai-je dit, ma voix plate. Non, mais je voulais que vous sachiez. Je ne suis pas une mauvaise personne. Elle me regardait dans le miroir. Elle avait l'air triomphante. Ma froideur, mon calme, mon absence de réaction depuis cette nuit-là, elle ne l'interprétait pas comme une menace. Elle l'interprétait comme une défaite. Elle pensait que j'étais une femme brisée, une épouse délaissée, résignée, peut-être un peu folle, une femme qui avait abandonné. Je sais que les choses sont compliquées, a-t-elle continué, enhardie par mon silence. Je sais que vous n'allez pas bien. Je l'ai regardée. Je ne vais pas bien. Oui, a-t-elle dit, avec une fausse compassion. Thomas s'inquiète pour vous. Il dit que vous êtes distante, froide, que vous n'êtes plus vous-même. Il dit que vous êtes malade de chagrin. Malade de chagrin. C'était donc ça sa version. J'ai eu un léger sourire. Ne vous inquiétez pas pour moi, Létine, Léa. Je me suis approchée d'elle, si près que j'ai pu sentir son parfum sucré, le même qui imprégnait les chemises de mon mari. Elle a reculé d'un pas, surprise par ma proximité. « Je ne suis pas malade, » ai-je murmuré. « Je ne suis pas folle, et je n'ai pas le cœur brisé. » Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Je suis juste
patiente. Je lui ai tourné le dos et je suis sortie, la laissant seule, troublée, dans le silence de marbre rose. Ce soir-là, en rentrant, Thomas s'est effondré sur le lit sans même se déshabiller. L'alcool, la maladie, le stress de la performance. Il s'est endormi en quelques secondes. Je l'ai regardé. Il n'était plus l'homme que j'avais aimé. Il n'était plus le monstre que j'avais détesté. Il était devenu un projet. Je l'ai déshabillé. J'ai enlevé ses chaussures chères. J'ai défait sa cravate. J'ai déboutonné sa chemise. Sa peau était chaude, fiévreuse. Sur son flanc droit, juste sous les côtes, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Ses veines. Elles étaient visibles, un petit réseau de lignes bleutées, comme une toile d'araignée, sous la peau tendue. Angiomée stellaire. J'avais fait mes recherches. Un autre symptôme. Le foie ne filtrait plus. Le sang cherchait d'autres chemins. J'ai pris l'ordinateur portable. Je suis allée dans le bureau. Je l'ai ouvert. J'ai ouvert mon fichier journal. Samedi 22 novembre. Gala de charité. Thomas. Discours de 15 minutes. Sueur profuse. Main crispée sur le flanc droit. S'appuie sur le pupitre. Léa présente. Attitude triomphante. Elle pense que je suis folle. Minuit. Retour à la maison. Fiévreux. Endormissement immédiat. Signe visible d'angiome stellaire sur l'abdomen. Pronostic. Le déclin s'accélère. J'ai fermé le fichier. J'ai ouvert le second. Finance succession. Je travaillais dessus depuis une semaine. J'avais contacté le notaire de famille, prétextant une mise à jour de nos assurances vie. J'avais obtenu une copie de notre contrat de mariage. Communauté universelle. Tout ce qu'il possédait était à moi. Tout ce que je possédais était à lui. Mais c'est moi qui allais vivre. J'ai vérifié les comptes. Il dépensait sans compter. Pour elle, des cadeaux, des week-ends que je voyais sur les relevés de cartes de crédit. J'ai commencé méthodiquement à déplacer des fonds. De petits montants de nos comptes joints vers un compte personnel que j'avais ouvert à mon nom de jeune fille. Pas pour voler, pour protéger, pour m'assurer que lorsque le moment viendrait, il resterait quelque chose, pour m'assurer qu'elle n'ait pas tout gaspillé. Thomas pensait qu'il menait le jeu. Il pensait qu'il jonglait avec sa femme et sa maîtresse. Il ne savait pas que le vrai jeu se jouait dans le silence de ce bureau. Un jeu de chiffres, un jeu de patience, un jeu de survie, et j'étais en train de gagner. Le mois de décembre est arrivé, jetant un voile gris sur Paris. La ville se préparait pour Noël, mais dans notre appartement, l'air était glacial. La maladie de Thomas ne se cachait plus derrière des excuses. L'indigestion était devenue une douleur constante. Il a commencé à manger de moins en moins. Lui, qui aimait tant la bonne chair, picorait son assiette, le visage crispé. Il maigrissait à vue d'œil. Ses costumes flottaient sur lui, donnant l'impression qu'il portait les vêtements d'un autre homme, plus grand, plus fort. L'homme qu'il avait été. Il buvait toujours, mais ce n'était plus du vin de grand cru pour le plaisir. C'était du whisky sec, tard le soir, pour anesthésier la douleur, pour anesthésier la peur. Il n'était pas stupide. Il savait que quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Lui, qui n'avait pas vu de médecin depuis 10 ans, qui se vantait de sa constitution de fer, a commencé à chercher des symptômes sur Internet. Je le voyais tard dans la nuit, depuis l'entrebâillement de la porte du bureau. Son visage, éclairé seulement par l'écran, était livide. Douleur flanc droit, perte de poids inexpliquée, yeux jaunes, démangeaisons. Il cliquait, lisait, puis fermait l'ordinateur portable d'un coup sec, comme s'il pouvait refermer la vérité avec. Mais la vérité a un moyen de s'imposer. L'effondrement est arrivé un mardi matin. Il était sous la douche. Je préparais son café, comme d'habitude. Je n'ai pas entendu de cri. J'ai entendu un bruit sourd, un bruit lourd, mou, contre la paroi de verre de la douche. J'ai couru. Je l'ai trouvé affalé dans la cabine, l'eau chaude ruisselant sur lui. Il n'était pas évanoui. Il était plié en deux, ses bras enroulés autour de son ventre, ses dents serrées si fort que je craignais qu'elles ne se brisent. Il haletait, un son animal, étranglé. « Thomas !» Il a levé les yeux vers moi.
La panique avait remplacé l'arrogance. La terreur pure avait chassé le PDG. Je ne peux pas, a-t-il gémi. Ça fait mal. Élise, ça fait tellement mal. Je n'ai pas appelé les urgences. C'était mon premier réflexe. Mais je l'ai réprimé. S'il allait à l'hôpital, Camille serait alertée. Mon nom apparaîtrait. Je devais rester en dehors de ça. Respire, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. La douleur va passer. C'est un spasme. Je l'ai aidé à se relever. Sa peau était brûlante. Je l'ai enveloppé dans une serviette comme un enfant. Il tremblait de tous ses membres. Tu dois voir un médecin, Thomas, ai-je dit en jouant l'inquiétude. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas le choix. Il a hoché la tête, vaincu. Il est allé voir un spécialiste l'après-midi même. Un grand nom dans le 16e arrondissement. Pas l'hôpital public de Camille. Il y est allé seul. Il a refusé que je l'accompagne. Il voulait garder le contrôle. Je l'ai attendu. Ces heures ont été les plus longues, non pas par inquiétude, par anticipation. C'était le moment charnière, la fin du mensonge, le début de la vraie répartie. Il est rentré à la tombée de la nuit. Je l'ai entendu insérer la clé dans la serrure. Le bruit était lent, hésitant. Il est entré dans l'appartement. Il n'a pas enlevé son manteau. Il n'a pas posé sa mallette. Il est resté dans l'entrée, sous la lumière crue. J'étais assise dans le salon. Je l'observais. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 3 heures. Ses épaules étaient voûtées. Son teint était cendreux. Il était vide. Élise, a-t-il dit. Sa voix était méconnaissable. Un murmure sec. Je me suis levée. Qu'a dit le médecin? Il a eu un rire. Un petit rire terrible, sans aucune joie. Le médecin, il a dit que j'étais un idiot, que j'aurais dû venir il y a 6 mois. Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient injectés de sang. J'ai quelque chose au foie. Quoi, Thomas? Une hépatite? Des calculs? Je jouais l'ignorance. Je m'approchais de lui, lentement. Il a secoué la tête. Non. Il a avalé sa salive. C'est une tumeur. Je me suis arrêtée. J'ai porté ma main à ma bouche. Une performance parfaite. Oh mon Dieu. C'est grave, Élise, a-t-il dit, sa voix se brisant. Il doit faire plus de tests, mais c'est grave. Il n'a pas dit le mot cancer. Il n'a pas dit terminal. Pas encore. Il ne pouvait pas. Et puis, j'ai vu la vraie peur dans ses yeux. Ce n'était pas la peur de la mort. C'était la peur de moi. Il me regardait, attendant l'explosion. Il attendait que je le quitte. Il savait ce qu'il m'avait fait. Il savait qu'il m'avait trompé, humilié, négligé. Il savait que je n'étais plus la femme qu'il aimait. Il s'attendait à ce que je dise « C'est bien fait pour toi ». Il s'attendait à ce que je dise « Tant mieux, tu le mérites ». Il s'attendait à ce que je prenne mon sac et que je parte. Un homme malade, infidèle, bientôt ruiné par les frais médicaux. Pourquoi resterais-je? Il a fait un pas en arrière. Élise, je comprendrais si c'était le moment. Mon cœur battait fort, non pas de pitié, d'excitation. J'ai franchi la distance qui nous séparait. Je ne l'ai pas giflé, je ne l'ai pas repoussé, je l'ai pris dans mes bras. Il s'est raidi, choqué. J'ai enfoui mon visage dans son cou pour qu'il ne voie pas mon expression. Imbécile, ai-je murmuré contre sa peau. Tu as cru que j'allais te laisser? Il tremblait. Il n'a pas répondu. J'ai reculé, juste assez pour le regarder dans les yeux. J'ai posé mes mains sur ses joues. J'ai forcé mes yeux à s'embuer. Tu m'as entendu, Thomas. Tu n'es pas seul. J'ai mis toute la chaleur que je pouvais simuler dans ma voix. Nous allons nous battre. Toi et moi. Comme avant. Tu te souviens? Comme dans le sous-sol. Toi et moi contre le monde entier. Son visage s'est brisé. La façade du mari arrogant, de l'amant, tout a disparu. Il s'est effondré. Il a pleuré. Il a pleuré comme je ne l'avais jamais vu pleurer. Pas des larmes de crocodile, des sanglots profonds, déchirants,
qui venait du plus profond de son être terrifié. Il s'est accroché à moi, son front contre mon épaule. Élise, Élise, pardonne-moi. J'ai été, j'ai été tellement. Chut, ai-je dit. N'en parlons pas. Pas maintenant. L'important, c'est de te soigner. Je l'ai conduit jusqu'au canapé. Je l'ai assis. Je lui ai enlevé son manteau, ses chaussures. Je l'ai bordé avec un plaid. Il me regardait. Son regard avait changé. La suspicion avait disparu. L'arrogance avait disparu. Il me regardait comme un naufragé regarde le morceau de bois qui le sauve. Il me regardait avec une gratitude, une admiration, presque une adoration. Il ne comprenait pas. Il pensait que j'étais une sainte. Il pensait que mon amour pour lui était si profond, si inconditionnel, qu'il pouvait tout pardonner. La trahison, les humiliations. Léa. Il pensait que mon silence des dernières semaines n'était pas de la froideur, mais une profonde tristesse, celle d'un amour blessé mais toujours vivant. Il n'avait aucune idée. Il ne savait pas que je ne restais pas malgré sa maladie. Je restais à cause d'elle. Je n'étais pas une sainte. J'étais son bourreau, déguisé en infirmière. Il m'a pris la main. Sa peau était moite. Tu es la meilleure personne que je connaisse, Élise, a-t-il murmuré. Je ne te mérite pas. Repose-toi, Thomas, ai-je dit doucement. Garde tes forces. Je suis allée dans la cuisine pour lui faire un thé. Je me suis appuyée contre le plan de travail. Dans l'obscurité, mes mains tremblaient légèrement. L'ambiguïté morale de la situation m'a frappée. Qui trahissait qui maintenant? Lui qui avait brisé nos vœux par luxure et par égoïsme, ou moi qui jouais la comédie de la dévotion, attendant patiemment qu'il meure pour hériter de son empire. Il m'avait trahi par faiblesse, je le trahissais par force. Son crime était chaud, impulsif, désordonné. Le mien était froid, calculé, précis. Je suis retournée au salon, le thé à la main. Il s'était presque endormi, épuisé par l'émotion. J'ai regardé son visage, le visage de l'homme que j'avais juré d'aimer pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur était mort depuis longtemps. Et maintenant, le pire commençait. Le diagnostic officiel est tombé quelques jours plus tard, confirmant ce que je savais déjà. Carcinome hépatocellulaire, stade terminal, inopérable. Le spécialiste a parlé de chimiothérapie palliative. Pour gagner du temps. Gagner du temps. C'était tout ce qu'il nous restait. Pour lui, un temps compté de douleur. Pour moi, un temps compté d'attente. La déchéance a commencé. Elle fut rapide, brutale et sans pitié. L'homme qui dirigeait des conseils d'administration, qui faisait trembler ses subalternes d'un froncement de sourcils, disparut en quelques semaines. Il fut remplacé par un patient. D'abord, ce fut la douleur. Une douleur sourde, constante, qu'il essayait de cacher. Par fierté. Il continuait à vouloir aller au bureau, à prétendre que tout était sous contrôle. Puis la douleur est devenue trop forte. Elle le pliait en deux au milieu d'une phrase. Il a commencé à travailler depuis la maison, depuis son lit. Puis il y a eu l'hospitalisation, sa première hospitalisation. Une chambre privée à l'hôpital américain de Paris. Vue sur la Seine. Luxe absurde pour un homme en train de mourir. C'est là que Léa est venue. Je l'ai vue arriver depuis le couloir. Elle tenait un énorme bouquet de lys, si grand qu'il masquait presque son visage. Elle portait une robe claire, trop printanière pour la chambre stérile. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Thomas n'était pas l'homme qu'elle avait embrassé au restaurant. Il était jaune, un jaune presque fluorescent. Il était émacié. Ses pommettes saillaient. Une perfusion était plantée dans le dos de sa main. Il avait l'odeur de la maladie, cette odeur douceâtre et métallique que les draps propres ne pouvaient masquer. Elle l'a regardé. Son sourire s'est figé. « Thomas ?» a-t-elle murmuré. Il a essayé de se redresser. L'effort lui a coûté. « Léa, tu es venue. » Elle a fait un pas dans la chambre, puis un autre, hésitant. Elle a posé les fleurs sur une table le plus loin possible du lit. « Je ne savais pas que c'était comme ça, » a-t-elle dit. Sa voix était faible. « Ce n'est rien, juste un mauvais moment. »
A-t-il menti, essayant de retrouver son ancien charisme? Elle ne l'écoutait pas. Elle regardait qu'à la poche d'urine accrochée au lit. Elle regardait le plateau repas intact, avec sa gelée et sa purée. Elle s'est tortillée. Je ne supporte pas les hôpitaux, a-t-elle dit soudainement. L'odeur, ça me, ça me donne la nausée. Léa, attends, a-t-il dit, tendant sa main décharnée vers elle. Elle a reculé d'un pas. Je suis désolée, Thomas, vraiment, mais je ne peux pas. Je ne peux pas te voir comme ça. Elle a porté la main à sa bouche. Je vais être malade. Elle a tourné les talons et s'est enfuie de la chambre. Je l'ai entendue vomir dans les toilettes du couloir avant que les portes de l'ascenseur ne se referment sur elle. Le silence est retombé dans la chambre. Thomas regardait la porte. Il n'a pas bougé pendant une longue minute. Puis il a tourné lentement la tête vers les lits. Des fleurs d'enterrement. Il a ri. Un rire sec qui s'est transformé en quinte de toux douloureuse. La jeunesse, a-t-il suffoqué, le visage tordu. Elle n'aime pas la mort, hein? Je suis sortie de l'ombre du couloir. Je suis entrée dans la chambre. Il ne m'avait pas vue. Il a sursauté. Élise, tu as tout vu? J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. Je me suis approchée. J'ai pris l'énorme vase de lys. Je l'ai sorti de la chambre et je l'ai donné à la première infirmière que j'ai croisée. L'odeur l'incommode, ai-je dit simplement. Quand je suis revenue, il me regardait. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la honte. Il avait misé sur la jeunesse, sur la vitalité, sur la passion, et elle venait de s'enfuir, la main devant la bouche, dégoûtée par la réalité de la chair. Et moi, la femme qui l'avait rejetée, la femme froide et finie, j'étais toujours là. J'ai pris un gant de toilette. Je l'ai trempé dans l'eau fraîche. J'ai commencé à essuyer la sueur de son front. Mon geste était mécanique, précis, celui d'une infirmière. Il a fermé les yeux. Pourquoi tu restes, Élise? A-t-il murmuré. Je suis répugnant. Je suis ta femme, ai-je répondu. Je veillais. Je passais mes journées à l'hôpital. Je gérais les médecins. Je filtrais les appels. Je suis devenue le mur entre lui et le monde extérieur. Je lisais des livres à voix haute pendant qu'il somnolait, sous l'effet de la morphine. Et dans le silence de la chambre, pendant que sa respiration devenait de plus en plus faible, les souvenirs revenaient. Pas les bons souvenirs, pas les rires, les souvenirs du sacrifice. Je me suis souvenu de l'hiver de notre mariage, celui où il était parti chercher les marrons chauds. Je l'avais oublié, je l'avais enterré sous des années de ressentiment. Mais il est revenu. Je me suis souvenu de la sensation de ses mains gelées sur mes joues quand il était revenu. Je me suis souvenu de son sourire, si fier d'avoir accompli cette petite chose stupide pour moi. Je me suis souvenu de la promesse. Je t'achèterai tous les marrons de Paris. Il avait oublié, mais moi je m'en souvenais. Un soir, il s'est réveillé en sursaut, désorienté. La morphine lui donnait des cauchemars. « J'ai froid », a-t-il dit, en grelottant sous 3 couvertures. Je me suis levée. Je me suis assise sur le bord du lit. Je l'ai aidé à se nourrir. Il n'avait plus la force de tenir une cuillère. C'était une bouillie insipide. Il a avalé une cuillerée, puis il m'a regardée. Son regard était clair. Pour la première fois depuis des jours. La fièvre était tombée. Et il a pleuré. Pas les larmes de panique du jour du diagnostic. Des larmes silencieuses, lentes, des larmes de regret. Elles coulaient de ses yeux jaunes, sur ses tempes creuses, jusque dans ses cheveux. Je n'ai pas bougé. J'ai continué à tenir la cuillère. J'ai senti quelque chose. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas du pardon. C'était une fissure dans le bloc de glace que j'étais devenue. Je me suis regardée, dans le reflet de la fenêtre de la chambre, une silhouette fatiguée, veillant, un somme mourant. Est-ce que j'étais devenue comme lui? Lui avait sacrifié mon avenir pour son ambition. Moi, je sacrifiais sa fin de vie pour ma vengeance. La cuillère tremblait légèrement dans ma main. Je l'ai reposée. J'ai pris une serviette. J'ai essuyé ses larmes
avec la même précision mécanique que j'utilisais pour essuyer sa sueur. Il a attrapé ma main. Sa poigne était étonnamment forte. Un dernier sursaut de vie. Élise! Sa voix était rauque. Si je meurs, tu seras libre. Il le disait comme un cadeau, le dernier qu'il pouvait m'offrir. J'ai regardé nos mains jointes. La sienne, jaune, osseuse. La mienne, saine, vivante. Non, ai-je dit. Il m'a regardé, confus. Ma voix était basse, implacable. Tu ne meurs pas encore. Je me suis penchée vers lui, pas avant que je ne te pardonne. Il a cessé de respirer un instant. Il a compris. Il a compris que ma présence n'était pas un acte d'amour. C'était un acte de volonté. C'était une punition. Et la pire partie, c'était qu'il ne savait pas s'il préférait ça, ou l'abandon de Léa. Mes mots sont restés suspendus dans l'air stérile de la chambre. Pas avant que je ne te pardonne. Je vis le moment exact, le moment où la dernière lueur de gratitude dans ses yeux s'est éteinte, remplacée par quelque chose de bien plus sombre, la terreur. Il avait compris. Ma présence n'était pas un don d'amour, ce n'était pas le dévouement d'une épouse martyre, c'était une condamnation, c'était un contrat. Il me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Pas la femme qu'il avait épousée, pas la femme qu'il avait trahie, mais un spectre, un juge qui attendait son heure. Tu. Sa voix était un souffle, un râle. Tu es un monstre. Je n'ai pas scellé. Non, Thomas, ai-je répondu. Ma voix toujours aussi basse, aussi contrôlée. Je suis un miroir. C'est ton propre reflet que tu n'aimes pas. Il a tenté de reculer, de s'enfoncer dans l'oreiller, de s'éloigner de moi. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Le lit d'hôpital était sa cage et j'en étais la gardienne. À partir de cet instant, tout a changé. La comédie de la femme dévouée était terminée. Le voile était levé. Je n'essayais plus de lui sourire. Je ne lui parlais plus de l'avenir. Je ne lui lisais plus de livres. Notre relation s'est réduite à l'essentiel, aux soins. Je changeais ses perfusions. Je vérifiais ses constantes. Je lui donnais ses médicaments. Je le lavais et je le regardais. Le silence dans la chambre est devenu lourd, pesant. Ce n'était plus un silence de paix, mais un silence de guerre froide, une guerre d'usure. Il me détestait, je le voyais dans son regard. Il a commencé à me résister, non pas avec des mots. Il n'en avait plus la force. Il serrait les dents quand j'approchais la cuillère de sa bouche. Il détournait la tête quand j'essayais d'essuyer son front. Il gardait les yeux fermés pour ne pas avoir à me voir. Mais la maladie était plus forte que sa fierté. La faim le forçait à ouvrir la bouche. La douleur le forçait à accepter les médicaments que je lui tendais. Sa faiblesse le forçait à dépendre de la femme qu'il haïssait le plus. Et moi, c'est là que mon moment de doute est devenu réel. Tant qu'il était arrogant, tant qu'il me mentait, ma vengeance était facile. Elle était juste. Mais maintenant, je regardais cet homme, cette épave. Ses bras n'étaient plus que des os recouverts d'une peau jaune et parcheminée. Sa respiration était un sifflement. Où était la justice là-dedans? Je me suis souvenu des mots de Camille. Ne te perce pas. N'étais-je pas déjà perdue? Je me suis assise sur la chaise, une nuit, alors qu'il dormait sous l'effet de la morphine. La seule lumière venait des machines qui le maintenaient en vie. Je n'étais plus en train d'attendre sa mort. J'étais en train de la gérer. J'étais devenue la metteur en scène de sa déchéance. Il m'avait volé ma vie. Et moi, en retour, je lui volais sa mort. Je lui refusais la paix. Je me suis levée, prise d'une impulsion soudaine. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Paris brillait en contrebas. Une ville pleine de vie, de rire, d'amour, d'indifférence. J'ai posé mon front contre la vitre froide. Qu'est-ce que je fais? Ai-je murmuré. Était-ce cela que je voulais? Devenir cette femme, une femme dont le seul but dans la vie était de regarder un homme mourir, en lui refusant le pardon jusqu'à son dernier souffle. J'ai pensé à partir, juste là, prendre mon sac, sortir de cette chambre, le laisser seul face aux infirmières de nuit,
face à sa propre faim. J'ai regardé en arrière. Il s'est agité dans son sommeil. Il a gémi. Élise. Même dans ses cauchemars, c'était mon nom qu'il appelait. Non, je ne pouvais pas partir. Pas encore. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la pitié. C'était inachevé. Si je partais maintenant, il gagnait. Il mourrait en pensant qu'il m'avait brisé, qu'il m'avait fait fuir. Si je restais, je devais aller jusqu'au bout. Je suis retournée m'asseoir. La fissure en moi s'était refermée. La glace avait repris sa place. La confrontation finale de cet acte est arrivée 2 jours plus tard. Il avait une mauvaise nuit. La douleur était revenue, plus forte. La morphine semblait ne plus faire effet. Il était agité, à moitié délirant. Il s'est redressé d'un coup dans le lit, les yeux fous de panique. « Sortez !» a-t-il crié, sa voix se brisant. « Sortez de ma chambre !» Je me suis levée. « Thomas, calme-toi, c'est moi. »« Je sais qui vous êtes !» a-t-il hurlé. Il ne me tutoyait plus. Il me vous voyait. Vous, c'est vous qui me tuez. Pas la maladie, vous. Il s'est débattu. « Laissez-moi tranquille, je veux quelqu'un d'autre. » Il a tendu la main vers la table de chevet, vers son téléphone portable. Il voulait appeler qui? Léa, son avocat, la sécurité, peu importe. Il voulait de l'aide. Il voulait être sauvé. De moi. Ses doigts, faibles et tremblants, ont effleuré l'appareil. Ils l'ont poussé. Le téléphone a glissé. Il est tombé sur le sol. Un bruit sec sur le linoléum. Il m'a regardé. Son visage était déformé par la rage et la peur. « Ramasse-le » a-t-il ordonné. Le dernier ordre du PDG. Je suis restée immobile. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. « Ramasse ce téléphone » a-t-il sifflé. J'ai secoué la tête, lentement. Non. Ce non était la fin de tout. Il a poussé un cri de pure frustration. Il a fait quelque chose d'insensé. Il a essayé de se lever. Il a arraché la perfusion de son bras. Le sang a giclé sur les draps blancs. Il a donné un coup de pied dans les couvertures. Je ne resterai pas ici avec toi. Il a basculé hors du lit. Il n'y a pas eu de chute brutale. Ce fut lent, une glissade. Il s'est effondré sur le sol comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il a atterri dans un tas informe. Les tubes de ses drains se sont emmêlés autour de ses jambes. Sa blouse d'hôpital s'est ouverte dans le dos, révélant sa colonne vertébrale, chaque vertèbre saillante. Il était là, par terre, à quelques centimètres de son téléphone. Il a tendu la main. Ses doigts ont gratté le sol. Il ne pouvait pas l'atteindre. Il a essayé de ramper. Il n'avait plus de force. Il a tourné la tête, lentement. Il a levé les yeux vers moi. Je me tenais au-dessus de lui. Je ne l'aidais pas. Je ne bougeais pas. Je regardais. La haine avait disparu de ses yeux. La peur aussi. Il ne restait que la défaite. L'impuissance absolue. Il était mon prisonnier. Pourquoi? A-t-il murmuré, sa voix brisée par l'effort et le désespoir. Pourquoi tu fais ça, Élise? J'ai attendu un long moment. Le seul son était le bip-bip régulier de la machine à laquelle il n'était plus connecté. Je me suis accroupie. Pas pour l'aider, juste pour être à son niveau. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu te souviens de ta promesse, Thomas? Ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un murmure. Ce soir-là, dans le sous-sol, quand nous partagions ce paquet de nouilles. Il a froncé les sourcils. Il se souvenait. Tu as juré, ai-je continué, que si jamais tu me trahissais, que tu ne mourrais pas en paix. J'ai tendu la main, pas vers lui. J'ai effleuré le téléphone froid sur le sol. Je suis ici, Thomas. Je me suis rapprochée, si près que mon souffle effleurait son visage. Je suis ici pour m'assurer que tu tiennes cette promesse. Je n'ai pas appelé les infirmières. Tout de suite. Je l'ai regardé, gisant sur le sol froid, pendant 10 secondes, 20 secondes, un temps infini. Puis j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Quand l'équipe de nuit est arrivée en courant,
Ils m'ont trouvé accroupie à côté de lui, la main posée calmement sur son épaule, comme pour le réconforter. Il a glissé, ai-je dit, ma voix pleine d'une fausse panique. Il a essayé de se lever seul. Il est si confus. Ils m'ont cru. Ils m'ont félicité pour mon calme. Ils l'ont remis au lit. C'était une opération complexe, le corps d'un homme mort, mais qui respirait encore. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas résisté. Il a gardé les yeux fermés. La perfusion a été remise en place. Les draps souillés de sang ont été changés. L'ordre a été restauré. Mais l'ordre était un mensonge. Après cet événement, il a cessé de se battre. Il a cessé de me résister. Il est entré dans la phase finale, la phase de l'attente. Il ne parlait plus, à personne, ni à moi, ni aux médecins, ni aux infirmières. Il répondait par des hochements de tête minimes, ou par rien du tout. Il passait ses journées les yeux ouverts, fixant le plafond. Je ne savais pas ce qu'il pensait. Pensait-il à Léa, à sa vie gâchée, ou pensait-il à mes derniers mots? Je suis ici pour m'assurer que tu tiennes cette promesse. Je continuais ma routine. J'arrivais à 9 heures du matin. Je repartais à 9 heures du soir. Je lisais mes livres. Je gérais ses affaires qui étaient maintenant officiellement les miennes, car il avait été déclaré inapte à la gestion de l'entreprise. J'avais pris le contrôle total. Je continuais à tenir mon journal de bord, caché dans mon sac. Et c'est mon sac qui a tout fait basculer. Il restait quelques jours, peut-être une semaine. Le médecin m'avait prévenu. L'insuffisance hépatique s'emballait. Ses reins commençaient à lâcher. Ce matin-là, je suis sortie de la chambre pour parler au médecin, dans le couloir. Une discussion sur les soins palliatifs, sur l'augmentation de la morphine. J'ai laissé mon sac. Une erreur. Une minute d'inattention. Je l'ai laissé sur la chaise, à côté de son lit. La conversation a duré 10 minutes. Quand je suis revenue, la première chose que j'ai vue, ce fut le silence. Il n'était plus dans son lit. Mon cœur a eu un raté. Puis je l'ai vu. Il était assis par terre, de l'autre côté de la chambre, adossé au mur. Il avait réussi à puiser dans des réserves de vie que je ne lui soupçonnais plus. Il avait rampé. Il avait atteint mon sac. Il était renversé. Son contenu était éparpillé autour de lui. Mon portefeuille, mes clés, mon livre et l'enveloppe Kraft de Camille. Il la tenait. L'enveloppe était vide. Les feuilles du rapport médical étaient étalées sur ses genoux. Il ne me regardait pas. Il regardait la première page. Il regardait la date. Le 28 octobre. La date du dîner au restaurant. La date à laquelle Léa l'avait embrassé. La date à laquelle j'avais reçu le PDF sur mon téléphone. La date avant qu'il ne tombe malade. La date avant sa propre découverte. Il a levé la tête. Son regard n'était plus jaune. Il était rouge, injecté de sang. Il n'y avait plus de haine. Il n'y avait plus de peur. Il y avait quelque chose de pire. Une compréhension totale, absolue, dévastatrice. Le puzzle venait de s'assembler. Mon calme au restaurant, mon pardon soudain, mon refus de divorcer, mon dévouement d'infirmière, mon silence, mes soins calculés, mes paroles, pas avant que je ne te pardonne. Tout, sa voix était un souffle, un grattement de papier de verre. J'ai dû me pencher pour l'entendre. Tu savais, ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas nié, je n'ai pas confirmé, je l'ai laissé savourer la vérité. Tu savais, a-t-il répété plus fort, depuis le début, depuis le restaurant. Il a secoué la tête. Le mouvement était faible, mais chargé d'une incrédulité horrifiée. Tu m'as regardé me plaindre de mon estomac. Tu m'as regardé chercher sur Internet. Tu m'as regardé paniquer. Il a serré le papier dans son poing. Et tu es resté. Il a relevé les yeux vers moi. C'était la dernière question de sa vie, la seule qui comptait. Pourquoi? Il a haleté. Tu es resté pour l'argent, c'est ça? Pour tout prendre? J'ai fait un pas vers lui. Non, Thomas, ai-je dit. Ma voix
était douce, la comédie était finie. C'était ma vraie voix. Pas pour l'argent. Alors pourquoi a-t-il crié, ou du moins, il a essayé. Pour me torturer, pour te venger. J'ai secoué la tête. Je suis restée pour notre promesse. Il m'a regardé, sans comprendre. Le sous-sol, Thomas, les nouilles instantanées, le serment que tu as fait. Je me suis accroupie devant lui, comme l'autre soir. Mais cette fois, ce n'était plus une menace. C'était une conclusion. Tu as juré que si tu me trahissais, tu ne mourrais pas en paix. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as trahi, ai-je continué. Et je suis restée. Je l'ai regardé, sans haine, sans amour, juste avec une immense, infinie fatigue. Je suis restée pour être le témoin de ta promesse. Je suis restée pour que tu ne meures pas seul, mais que tu ne meurs pas en paix non plus. Tu. Il n'avait plus de mots. Il ne pouvait pas me traiter de monstre, parce qu'il savait que j'étais sa création. J'étais la conséquence logique de ses propres actes. Il a commencé à rire. Ce fut le son le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. Un rire sec, sans souffle, qui secouait son corps décharné. Un rire de pure folie, de pure défaite. Il riait de l'ironie, il riait de lui, il riait de moi. Il riait de ce destin absurde qu'il avait lui-même écrit. Et l'héritage, a-t-il réussi à articuler entre deux quints de rire. Tout ce que tu as fait, les comptes, le notaire, j'ai vu les relever. Il pensait m'avoir piégé. Ce n'était pas pour moi, ai-je dit. Il s'est arrêté de rire. Quoi? L'argent, l'entreprise, la maison. Je n'en veux pas, je n'en ai jamais voulu. Alors, tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu as lancé l'entreprise? Ta première idée? Il m'a regardé, confus. Une fondation, ai-je dit, pour aider les étudiants boursiers, comme nous, avant que l'ambition ne te dévore, avant que tu ne veuilles des voitures de sport et des maîtresses. Il me regardait. J'ai tout transféré, ai-je dit, ces dernières semaines. Chaque centime, tout est parti. J'ai créé une fondation à ton nom, la fondation Thomas Varenne. Il m'a dévisagé. Il avait tout perdu. Il avait perdu sa santé. Il avait perdu sa maîtresse. Il avait perdu sa femme. Et maintenant, il venait de perdre son argent. Il n'avait pas seulement perdu son argent. Il avait été forcé, par la femme qu'il avait détruite, de devenir l'homme bon qu'il avait promis d'être. Il y a si longtemps. C'était ma vengeance. Ce n'était pas la haine. C'était la justice. Une justice poétique, froide et absolue. Il a arrêté de respirer. Il m'a regardé. Le rire était mort. La haine était morte. Il a juste regardé, puis il a fermé les yeux. Et pour la première fois, il n'a pas détourné la tête. Il a accepté. Les infirmières sont venues. Cette fois, je n'ai pas eu besoin de mentir. Elles l'ont trouvé assis par terre, les papiers éparpillés, les yeux fermés, étrangement calmes. Elles l'ont remis au lit. Il n'a pas résisté. Il était devenu léger, comme un oiseau. Le médecin est venu. Il a vérifié ses constantes. Il a secoué la tête discrètement en me regardant. Peu de temps, a-t-il murmuré. Quelques jours, peut-être moins. Je l'ai remercié. Je suis restée seule avec lui. Il n'a pas rouvert les yeux pendant plusieurs heures. Il respirait. C'était tout. Je me suis assise sur la chaise. J'ai ramassé les feuilles du rapport médical. Je les ai remises dans l'enveloppe. J'ai ramassé les objets de mon sac. Il n'y avait plus rien à cacher, plus rien à calculer. Le soleil a commencé à se coucher, peignant la chambre en orange et en violet. Puis il a parlé. Ses yeux étaient toujours fermés. Les marrons, a-t-il murmuré. Sa voix était si faible, je n'étais pas sûre d'avoir entendu. Je me suis penchée. Quoi? Les marrons chauds, Montmartre, le premier hiver. Je me suis figée. Je me souviens, a-t-il continué. Tu avais froid. Je t'ai réchauffé avec le cornet. Il a ouvert les yeux. Il ne me regardait pas.
Il regardait le plafond comme s'il y voyait le film de notre passé. « Je les avais oubliés, a-t-il dit. J'ai oublié. Comment j'ai pu oublier ça? Les gens changent, Thomas, ai-je dit doucement. Non, a-t-il dit, je ne suis pas changé, je suis devenu pourri. L'argent, la fierté, j'avais peur de redevenir le gamin sans le sou. Il a tourné la tête vers moi. L'effort était immense. J'ai vu Léa et j'ai cru voir ce que j'avais perdu, la jeunesse, le feu. J'ai cru que si je la tenais, je ne vieillirais pas, je ne mourrais pas. Il a eu un petit rire sec. Idiot. Il a cherché ma main. Instinctivement, j'ai voulu la retirer. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé prendre la mienne. Sa peau était froide, translucide. Pardonne-moi, Élise, a-t-il soufflé. Pas pour l'argent, pas pour Léa. Pardonne-moi d'avoir oublié les marrons. Mes yeux ont piqué. J'ai serré les dents. Non, je ne pleurerai pas. Pas pour lui. Il n'y a rien à pardonner, Thomas, ai-je dit, ma voix toujours aussi égale. C'est juste la vie, les choses se brisent. Non, a-t-il insisté. Je t'ai brisé. Et tu m'as sauvé, ai-je ironisé. Non, rendu justice. Il a dit le mot, justice, le mot que j'avais utilisé pour définir ma vengeance. Il a fermé les yeux. Merci. Pour la fondation. C'est la seule bonne chose que j'aurais jamais faite. Même ça, il ne l'avait pas fait. Je l'avais fait pour lui. Le silence est retombé. Un silence différent. Ce n'était plus un silence de guerre. C'était un silence de faim. La porte s'est ouverte. Léa. Elle était différente. Plus de robe claire. Elle portait un jean, un pull sombre. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle n'était pas maquillée. Elle avait l'air ordinaire, fatiguée. Elle m'a vue et s'est arrêtée. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois là. Elle pensait peut-être que j'avais abandonné. J'ai appelé, a-t-elle bégayé. L'infirmière a dit que c'était la fin. Je voulais juste. Elle m'a regardée avec un mélange de peur et de défi. Je voulais le voir, a-t-elle dit. Je ne lui ai pas répondu. Je n'ai pas bougé de ma chaise. C'était à Thomas de décider. Il a ouvert les yeux. Il a vu Léa. Elle a essayé de sourire. Thomas, c'est moi. Léa, je sais qui tu es, a-t-il dit. Sa voix était plus forte. Un dernier sursaut. Elle s'est approchée du lit. Je suis désolée pour l'autre jour. J'étais paniquée, mais je suis revenue. Tu vois, je tiens à toi, Thomas. Vraiment. Elle a jeté un regard mauvais vers moi. Je ne suis pas comme elle. Je ne suis pas froide. J'ai un cœur. Thomas l'a regardée. Il l'a regardée longtemps. Il a regardé cette jeunesse qu'il avait tant désirée. Et il a vu ce qu'elle était. Superficielle, égoïste, une surface brillante, sans rien en dessous. Tu n'as pas de cœur, Léa, a-t-il dit. Tu as juste des besoins. Son visage s'est décomposé. Tu dis ça parce qu'elle est là. Elle te monte contre moi. Elle n'a rien dit, dit Thomas, toujours de cette voix plate. Elle n'a pas eu besoin. Il a tourné son regard vers moi, puis de nouveau vers Léa. J'ai confondu, a-t-il dit. J'ai confondu la jeunesse avec la pureté. J'ai confondu l'ambition avec la force. Il a fait un geste de la main, un geste faible mais définitif. Pars, Léa. Mais Thomas, pars. S'il te plaît, a-t-il ajouté, non pas par pitié pour elle, mais par fatigue. Je ne veux pas mourir en te regardant. Pars. Les larmes lui sont montées aux yeux. Des larmes de colère, d'humiliation. Vous êtes tous les deux des monstres, a-t-elle craché. Elle a tourné les talons et s'est enfuie. Cette fois pour de bon. La porte a claqué. L'écho s'est éteint. Il n'y avait plus que nous deux. Thomas a tourné la tête vers moi. Un léger sourire a flotté sur ses lèvres exsangues.
Je suppose que j'ai tenu ma promesse, a-t-il murmuré. Je l'ai regardé. Laquelle? De ne pas mourir en paix. Ma gorge s'est serrée. J'ai posé ma main sur la sienne. Cette fois, c'était moi qui initiais le contact. Sa peau était froide. Repose-toi, Thomas, ai-je dit. Élise, chut, c'est fini. Il a cessé de se battre. Il a pris une inspiration, un long soupir. Et il n'y en a pas eu d'autre. Le silence dans la chambre est devenu absolu. Le bip régulier des machines s'est transformé en une ligne droite, un son continu, strident. Il était parti. Je suis restée assise. Je n'ai pas bougé. Je tenais toujours sa main. Je l'ai regardé. Le jaune de sa peau semblait s'effacer, remplacé par une pâleur de cire. Les rides de douleur sur son front se sont lissées. Il avait l'air presque jeune, comme le garçon qui avait partagé des nouilles avec moi. Dans un sous-sol, il y a une éternité. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Puis, alors que j'attendais les infirmières, j'ai fait quelque chose que je m'étais interdit de faire. J'ai porté sa main à mon front et j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, ni de joie. C'étaient des larmes de libération. Le poids des années de colère, de calcul, de haine venait de se lever. Le rideau tombait enfin. Je n'étais plus l'épouse d'eux. Je n'étais plus la vengeresse. J'étais juste Élise. Et j'étais enfin libre. J'ai organisé les funérailles. Ce fut une cérémonie simple, discrète. Il n'y avait pas grand monde. Les amis du monde des affaires avaient disparu dès que la nouvelle de la faillite technique de l'entreprise transférée à la fondation s'était répandue. Léa n'est pas venue. Il n'y avait que moi, Camille et quelques employés de la première heure, ceux qui se souvenaient encore de l'homme du sous-sol. J'ai payé pour tout, avec mon propre argent, celui de l'héritage de ma mère, le seul argent que je n'avais pas donné. Après la cérémonie, je suis rentrée dans l'appartement vide. J'avais dit au notaire de tout vendre. L'appartement, les meubles, la voiture. Le produit de la vente irait également à la fondation. Je ne gardais rien. J'ai commencé à emballer. Une seule valise. Mes vêtements, mes livres, les photos de mes parents. Je n'ai rien pris qui lui appartenait. Pas une seule chose. Je vivais dans une coquille vide, attendant que le dernier acte administratif soit signé. L'hiver s'est installé pour de bon. Un jour de décembre, gris et mordant, je marchais. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais plus de but, plus de projet, plus de vengeance pour me guider. J'étais juste vide, mais pas mon conduite, sans que j'en aie conscience, vers les hauteurs de la ville, vers Montmartre, et puis l'odeur. Cette odeur âcre, fumée, mais profondément sucrée. Le vendeur de marrons chauds. Il était là, au même coin de rue. Le même brassereau rougeoyant. La même fumée qui montait en spirale dans l'air glacial. Je me suis arrêtée. Le souvenir du premier hiver. Le souvenir de Thomas, jeune, les mains gelées, me tendant un marron en souriant. Le souvenir du dîner, des semaines auparavant. Mon cornet acheté par défi que j'avais jeté, froid, à la poubelle. Le vendeur m'a regardé. Une portion, madame. Ils sont bien chauds. J'ai hoché la tête. Oui, s'il vous plaît. Il a rempli le cornet de papier. Il me l'a tendu. Je l'ai pris. La chaleur a traversé mes gants de cuir. C'était une chaleur réelle, vivante. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je l'ai regardé. J'ai regardé ce petit sachet de papier gris. Puis, lentement, j'ai sorti un marron. La coque était dure, carbonisée par endroits. Je l'ai pelé. La petite fumée qui s'en est échappée sentait la nostalgie. Je l'ai porté à ma bouche. Je l'ai mangé. Le goût était sucré. Parfait. Je ne l'ai pas mangé par vengeance, ni par défi, ni par tristesse. Je l'ai mangé parce que j'avais faim. J'ai continué à marcher, dans les rues froides, en mangeant mes marrons chauds, un par un. Pour la première fois depuis 10 ans, la nourriture avait du goût.
Je me suis arrêtée au sommet de la colline, regardant Paris s'étendre à mes pieds. Je n'avais plus rien. Pas de mari, pas d'argent, pas de maison, et je me sentais incroyablement riche. Personne ne me devait plus rien, et je ne devais plus rien à personne. La dette était effacée. Quand je suis rentrée à l'appartement, pour la dernière fois, il y avait du courrier, des factures, des publicités et une enveloppe. Elle venait de l'hôpital américain, mais ce n'était ni une facture ni une publicité. Elle était adressée à Élise. L'écriture était à peine lisible, faible, tremblante. C'était la sienne. Il avait dû l'écrire pendant ces derniers jours, pendant un de ces moments de lucidité, et la confier à une infirmière. Aposté après. Mon cœur n'a pas accéléré. Je n'avais plus peur. Je me suis assise sur le sol de l'entrée vide. J'ai ouvert l'enveloppe. Une seule feuille de papier pliée en 4. L'écriture était encore plus difficile à lire. Des mots griffonnés qui penchaient vers le bas de la page, comme s'il manquait de force pour rester droit. Élise, j'ai lu. Je ne sais pas pourquoi j'écris ça. Je ne sais même pas si tu le liras un jour. Je suis couchée ici. C'est la nuit. J'ai mal. Mais ce n'est pas la douleur du foie. C'est l'autre. Je repense au sous-sol. Je repense à la fin. J'étais heureux. À ce moment-là, je ne le savais pas. Tu avais raison. J'ai tout oublié. J'ai tout gâché. Il y avait une pause, une tache d'encre, là où le stylo était resté immobile trop longtemps. Tu es resté. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Tu as dit que c'était pour t'assurer que je ne meurs pas en paix. Tu as réussi. Je meurs seule et j'ai peur. Mais tu es resté. Merci. Le mot était là, simple, nu. Merci d'être resté jusqu'à la fin, même si c'était pour me haïr. Pardonne-moi. Pas pour ce que je t'ai fait, mais pour l'homme que je n'ai pas su être. Thomas. Je suis restée assise sur le sol froid, tenant la lettre. Je l'ai relue, une fois, 2 fois. Je me suis levée. Je suis allée à la grande fenêtre du salon. La neige avait commencé à tomber. De gros flocons blancs, lents, qui descendaient du ciel gris. Ils recouvraient dans les toits, les rues, les voitures. Ils rendaient le monde silencieux. J'ai regardé la lettre. J'ai regardé la neige. J'ai pensé à tout. La colère, la trahison, le calcul, le rapport médical, le visage de Léa, la main de Thomas, froide dans la mienne. J'ai levé la main, pas pour essuyer une larme, juste pour toucher la vitre froide, et j'ai souri, un vrai sourire, léger, fatigué. Larme a coulé, une seule. Elle n'était pas triste, elle n'était pas amère, elle était juste. Ce n'était pas un pardon total. Et peut-être que je ne lui pardonnerai jamais vraiment, mais c'était une libération. Au loin, dans la rue, à travers les flocons, j'ai vu la lueur rouge du brasero du vendeur de marrons. Un petit point de chaleur dans le froid. J'ai replié la lettre. Je l'ai glissée dans ma poche. Je n'allais pas la jeter. J'ai pris ma valise. J'ai fermé la porte de l'appartement pour la dernière fois, sans me retourner. La vie, parfois, ne punit pas. Elle rend simplement justice.